C'est parti. Eh ben, bienvenue pour se décoincer du crayon et en savoir un petit peu plus sur la pensée du visuel. La première étape, je vais vous donner quelques consignes. Euh, Lorsque je vais parler, je vais vous inviter à couper vos micros, comme ça on n'aura pas de bruit parasite. Ça, vous pouvez le faire assez facilement en appuyant sur le muet qui est en bas à gauche de votre écran. Si vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas à réagir et à poser votre question soit dans les commentaires, donc dans la conversation, ou soit en enlevant votre mode muet et en posant votre question. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Great. Pour que je puisse identifier rapidement les questions, n'hésitez pas à marquer questions avant, parce qu'il peut y avoir en fait des rebonds en fait par rapport aux commentaires que vous allez mettre dans les commentaires. Donc n'hésitez vraiment pas, moi ça va m'aider en fait à voir qui dit quoi. Je vais juste régler ça, tout le monde. Voilà. La vidéo, apparemment, c'est bon, tout le monde voit, tout le monde entend. On part sur 18h jusqu'à 19h et plus 6 affinités pour ceux qui veulent continuer à poser des questions. En tout cas, on va essayer de tenir sur ce créneau d'une heure pour pouvoir vous présenter des choses. Donc, je vais commencer par présenter. Donc, je m'appelle Nicolas Verdeau. Je suis ce qu'on appelle un slasher professionnel, c'est-à-dire que je fais beaucoup de choses. Donc, souvent, quand vous allez voir mon LinkedIn, j'ai plusieurs choses qui sont affichées avec des slash. Aujourd'hui, la partie sur laquelle on va se concentrer, c'est ma capacité en fait à accompagner des personnes qui veulent se décoincer du crayon pour mettre du visuel dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur vie professionnelle, et activer finalement le pouvoir de cette pensée visuelle au service de eux-mêmes, mais aussi au service du collectif. Alors, ce qui est marrant, c'est que le petit personnage qui est là, qui est moi, en coupe de confiné, à la base, en fait, je suis développeur. Donc, j'ai fait des études en fait de code. J'ai appris à développer des logiciels informatiques. Et lorsque je suis arrivé en fait sur le marché du travail, j'ai très vite été confronté en fait à la réalité du terrain. Donc, imaginez, on sort un bac+5, on a fait des super études, on sort de ces études avec des étoiles plein les yeux, on nous dit que le monde va être merveilleux, et on arrive en entreprise où on nous dit non mais en fait tu vas faire ce qu'on te dit, et surtout tu vas être dans des réunions qui sont bien chiantes, et voilà, c'est ça en fait le monde du travail. Donc là, je vous laisse imaginer la déception de se dire j'ai fait autant d'études en fait pour ça. Et c'est là où en fait j'ai commencé à avoir une première crise finalement, de me dire mais soit je subis, soit je change les choses et je fais en sorte en fait de les changer. Et ce parcours en fait de développeur m'a amené en fait à arriver à des nouvelles façons de travailler pour développer du logiciel agile, ce qu'on appelle des méthodes agiles. Les méthodes agiles. C'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui. Si ça intéresse du monde, on pourra en faire un sujet sur un prochain webinar pour pour le dire un peu en gros, c'est des nouvelles façons de travailler en entreprise qui permettent de délivrer le bon logiciel en remettant au centre de l'entreprise l'humain et les interactions qui vont permettre de changer notre mode de fonctionnement. Et c'est quand même finalement ces méthodes agiles-là qui m'ont permis en fait de me poser des questions sur l'humain. Et en se posant ces questions sur l'humain, de se dire mais comment fonctionne un groupe, comment on fait pour engager un groupe, que j'ai commencé à expérimenter des techniques de facilitation et par la suite des techniques de facilitation graphique. Donc l'idée c'était comment je fais pour engager un groupe et l'amener dans la direction en fait du projet vers sa réussite. Et ça en fait ça a été mon gros challenge quand j'ai commencé à travailler. Il y a un deuxième challenge que j'ai eu, c'est on est jeune, on sort d'école, on pense tout savoir, puisque on nous apprend qu'on est les meilleurs vu qu'on a fait des super études. Mais en fait, il faut continuer à se former. Et continuer à se former, ça veut dire travailler et se former en même temps. Et du coup, se poser plein de questions par rapport à la façon dont on nous a appris à apprendre à l'école. L'apprentissage dit linéaire, où on est en cours, en amphi, on prend des notes, des notes, des notes, des notes et des notes. Et finalement, on n'en peut plus en fait de voir ces foutues notes, de refaire des fiches derrière et d'essayer de comprendre ce qu'on a à dire. Et c'est là où en fait, en faisant le lien entre mon travail de devoir faciliter et mon travail de devoir aussi apprendre, j'ai découvert un peu par hasard qu'il y avait des moyens de simplifier ce qui était à gauche et de simplifier ce qui était à droite pour engager, mais aussi pour apprendre. Donc ça a été un petit peu la découverte et le départ en fait de mon aventure vers la pensée visuelle. Pour ça, on va aller un petit peu plus loin. Alors, déjà, j'aimerais bien savoir d'où vous venez.
Vous êtes dans quelle partie du monde? Dites-moi tout. La Bretagne, Lyon, le Canada, Antibes, Nantes, Pas-de-Calais. Oula, ça y est, ça arrive. Valbonne, Montréal, France, Pau, Lyon. Ok. Lançon en Provence. Parfait. Donc, on a du monde qui est bien représenté. Biote. D'accord. Vous avez déjà fait des réunions dans votre vie? Ouais. Ça se passe comment, les réunions? Vous vous sentez comment quand vous faites des réunions? On ne fait que ça. Ok, oui. C'est long, c'est long, c'est long. J'en sors. Ça pique la réunionnite. Et vos notes de réunion, elles ressemblent à quoi généralement? Une mind map, une liste à l'après-vert, un brouillon, un nom de ton Word, ouais. Sur PC, sketchnote, compte rendu, texte, des notes, des gribouillis. Personne ne relit. Ok. Dans tous les sens, blablabla. Bla, 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 bla. Ok. Cahier avec plein de textes et de couleurs, illisibles, depuis 2 ans, des sketchnotes. Bien. Des dessins aléatoires, c'est mal écrit. Ouais, j'ai retrouvé un vieux cahier à moi. Ah, on y est tous passés, hein. Moi, j'avoue que je ne l'ai jamais relu, en fait. Par contre, je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque bien planqué. C'était une formation que j'avais suivie sur de la facilitation. Mais voilà, à l'époque, c'était pas encore ça, hein. C'était pas encore ça. Et j'avoue que franchement, j'ai jamais eu envie de le relire. J'avais essayé, hein, j'avais mis une petite fleur, mais qui était pas trop en rapport avec le sujet. Je m'étais dit, tiens, ça va essayer d'égayer le truc, mais non. En fait, ça n'a pas marché. Donc, je suis parti en fait de cet état-là, en fait, de se dire, ouais, je suis allé voir aussi sur Instagram plein de gens qui faisaient des jolis dessins. J'ai vu en conférence des gens qui faisaient des choses magnifiques et je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas possible. Je suis pas fait pour ça. C'est beaucoup trop compliqué. Je suis pas un artiste. Écouter et dessiner en même temps, c'est vraiment pas fait pour moi. Et toutes ces croyances, en fait, de se dire, mais je peux pas le faire. Donc, je suis passé par là. Et un jour, en fait, je me suis dit, mais tu es déjà passé par là pour plein de choses dans ta vie. C'est-à-dire que tu es passé de développeur à accompagner des entreprises, à mettre en place de l'agilité. Et quand tu as commencé, il y a plein de gens qui t'ont dit, mais tu es trop jeune pour faire ça. Mais ça ne m'a pas empêché de le faire. Et j'ai commencé à travailler dans des entreprises multinationales où il fallait parler anglais. Alors déjà que je suis pas très très bon en orthographe française, je vous laisse imaginer qu'en anglais, j'étais pas non plus une pointe. Mais ça m'a pas empêché de le faire, ça m'a pas empêché de progresser. La seule chose potentielle qui pouvait m'empêcher d'avancer, c'était mes croyances, de me dire que je ne pouvais pas le faire. Donc, bah, je me suis remonté les manches et je me suis dit, bah, peu importe le jugement des autres, je vais essayer de le faire. C'est comme ça que j'ai commencé. Du coup, on va parler un petit peu de ce qu'est la pensée visuelle. Il y a un exercice qui est très pratique pour ça. Je vais vous afficher une liste de mots et je vais vous demander de trouver l'intrus. Et je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Aux alentours de 6 et 7, on a le four qui a commencé à sortir. Bien. Donc à peu près 7 secondes pour trouver l'intrus. On va refaire l'exercice. 1, 2. Ah, déjà. Chat et poil. D'accord. Donc 2 et 7 secondes. On a un premier exemple, en fait, qui démontre que la pensée visuelle fonctionne beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux que le texte. Alors, il y a quelque chose de très simple, en fait. On a appris à lire. Par contre, on n'a pas appris à voir. Donc déjà, on ne fait pas appel à la même partie de notre cerveau. La vision, c'est quelque chose qui est acquis quand on est et quand on ouvre les yeux. Je pense qu'il y a encore, je crois qu'il y a 4-5 jours, je ne suis pas expert parce que je n'ai pas eu d'enfant. Il y en a certains qui savent que je n'en veux pas. Il me semble que la vue se développe au fur et à mesure, mais en gros, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à voir. Et poil de chat. Euh, donc, l'exemple montre en fait qu'on est beaucoup plus habitué finalement à reconnaître des choses qui sont visuelles et qui sont dans notre entourage que de lire des choses. L'exemple qu'on prend souvent pour expliquer en fait le pouvoir de la pensée visuelle, c'est les pictogrammes que vous pouvez retrouver dans la rue ou dans des salles de réunion. Vous êtes à Paris, vous cherchez une station de métro, vous allez facilement chercher quoi? Pour ceux qui sont déjà allés à Paris.
ceux qui ont déjà vu le métro. Le M, effectivement, le symbole du M de Paris, un grand M, à pas confondre avec le grand M de McDonald's, parce que c'est pas le même. Si on cherche une pharmacie, qu'est-ce qu'on va chercher? La croix, effectivement. Donc on est habitué en fait à se repérer avec des pictogrammes. Il y a un autre exemple aussi qu'on prend généralement dans des situations d'urgence et de secours. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a quelqu'un dans la salle qui l'utilise aussi. Salut Viviane, je t'ai vu. C'est le petit personnage qui court pour pouvoir représenter une sortie de secours. Généralement, on n'a pas marqué ceci est une grosse sortie de secours. On a juste un personnage qui court sur un fond vert. Et bien là, c'est la même chose. On se rend compte où les toilettes, effectivement. On a souvent ces deux petits personnages qui ont une envie pressante. Voilà, exactement. Le pictogramme a souvent une symbolique qu'on peut reconnaître facilement. C'est-à-dire que si vous allez au Japon et que vous dites que vous voulez un chat, si vous dessinez en fait cette chose-là, vous allez facilement pouvoir vous exprimer dans un pays qui soit ne parle pas bien anglais dans certaines régions ou qui ne parle pas français. Et vous, peut-être qu'il ne parlait pas du tout japonais. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces t-shirts de voyage où vous avez des symboles que vous pouvez pointer sur vous-même de façon à pouvoir exprimer des besoins. Je veux manger, je veux dormir, je veux boire, je veux un hôtel, je veux pouvoir me balader, etc. Vous avez ces pictogrammes que vous avez juste à pointer sur vous. Et bah, vu que ça marche dans le monde quotidien, l'idée, ça va être de dire comment on fait pour le mettre en pratique dans la réalité, enfin dans la réalité personnelle et professionnelle. Pardon. Alors, pour ça, je vais déjà vous expliquer en fait dans quel domaine la pensée visuelle va s'appliquer. Il y a un premier domaine, il y a des personnes qui vont commencer à le dire, ça va être le domaine du sketchnoting. Le sketchnoting ou sketchnoter, c'est une personne qui va visuellement, qui va prendre ses notes en fait de façon visuelle. Donc elle va avoir son carnet de notes, elle va avoir un stylo, et au lieu de prendre des notes linéaires, elle va structurer et représenter l'information sur sa page de façon à donner à voir. Le but pour elle, ça va être de mieux mémoriser l'information qu'elle est en train de recevoir dans une réunion ou dans une conférence. On appelle ça le sketchnote. L'idée ici, c'est vraiment d'axer sur l'apprentissage. On veut passer de ce cahier de notes-là à quelque chose de beaucoup plus visuel, de façon à avoir envie de revenir dessus pour mieux mémoriser les messages. Donc, première forme et premier domaine dans lequel on peut l'appliquer quand on veut apprendre. Le deuxième domaine, vous l'avez peut-être déjà vu dans des conférences, c'est une personne qui est en train de représenter visuellement de l'information sur un grand mur, pendant qu'une personne est en train de parler avec une audience. Cette personne fait ce qu'on appelle de la captation graphique. Captation graphique. En anglais, on appelle ça du graphic recording. Cette personne-là donne à voir en fait au groupe. Elle est en train de retranscrire de façon neutre ce que la personne ici est en train de dire et elle va représenter au fur et à mesure le contenu de la conférence et les échanges entre le groupe et le speaker. On parle donc de capture graphique. On peut également utiliser cette pratique-là lors de réunions lors d'un séminaire et du coup lors d'une conférence. Une troisième forme où on peut retrouver la pensée visuelle. Vous participez tous à des réunions et vous êtes des fois l'organisateur de cette réunion. Vous pouvez utiliser le visuel pour présenter un agenda, par exemple.
vous allez du coup faciliter la réunion. On retrouve du coup cette technique-là, facile, dans une réunion. Donc, tous les supports que vous avez peut-être l'habitude de faire de façon digitale avec un PowerPoint, on peut les dématérialiser et les rendre visibles. Et c'est des informations qu'on va venir afficher sur le mur. Alors, pourquoi on va les afficher sur le mur alors qu'on est habitué de les avoir sur un PowerPoint? La meilleure façon, en fait, de ne plus voir l'objectif de là où on va, c'est d'appuyer sur la touche Entrée de votre clavier et de passer à la suite. Le fait d'avoir de façon visible, en fait, différents panneaux qui vont permettre de guider au fur et à mesure l'avancement de votre réunion, ça va permettre de garder en tête quel est l'objectif de notre réunion et pourquoi nous sommes là. On va voir par la suite et je vais vous montrer des exemples. Une troisième technique qu'on va retrouver, c'est ce qu'on appelle le facilitateur graphique. Le facilitateur graphique va utiliser un visuel de façon à guider le groupe avec une métaphore pour pouvoir dérouler son processus de facilitation. Le visuel fait partie du groupe et le groupe va interagir avec le visuel. On appelle ça de la facilitation graphique. Alors, on peut encore retrouver d'autres formes et d'autres domaines en fait, d'application de la pensée visuelle. On a par exemple une personne qui est en train de transmettre du savoir. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous donner du contenu et je suis en train de dessiner, de représenter de l'information en temps réel. J'aurais très bien pu préparer, et j'ai préparé, vous allez voir par la suite, certaines planches, mais je peux aussi les construire et les alimenter avec vous. Donc on peut très bien imaginer un professeur qui va utiliser du visuel pour pouvoir enseigner à des élèves ou les faire réfléchir sur un sujet. On est du coup dans de la transmission, transmettre. Et ça peut être du coup pendant une formation. Et les deux dernières cases que je vais vous présenter, c'est ce qu'on va appeler le coaching visuel. On a de plus en plus de personnes qui se lancent sur le marché à être des coachs professionnels qui accompagnent des personnes dans leur projet de vie, dans leur projet de carrière. La technique en fait de la pensée visuelle associée au coaching permet en fait d'aider le coaché à avoir un effet miroir en fait de ses problématiques. Ça pourrait être par exemple de travailler sur ses peurs. C'est bien d'avoir la discussion avec le coaché, mais le fait de transposer et de mettre à plat en fait la discussion permet de donner à voir et d'alimenter la réflexion. Donc, on peut aussi utiliser dans des étapes de coaching et du coup travailler sur du développement personnel. Et la dernière case, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est ce qu'on appelle des vidéoscribes. C'est souvent une main que vous voyez qui est en train de dessiner quelque chose pour expliquer quelque chose de complexe. Donc, il y a un travail généralement de modélisation de l'information, de travail du texte, et derrière, on va chercher à représenter un processus ou une histoire. On le retrouve souvent sur les sites, par exemple, bancaires, où ils veulent présenter leur offre. On appelle ça du coup du vidéoscribe. Est-ce que ça va jusque-là? N'hésitez pas à me faire un petit coucou que je vois des mains ou des... Oui, 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 ok. Donc on a Sketchnote, captation graphique, facilitateur de réunion, la facilitation graphique. Alors, la facilitation graphique, je ne l'ai pas mis, mais ça s'adapte à des travaux d'équipe, à des séminaires, réunions. Transmettre de l'information, le coaching et le vidéoscribe. Le vidéoscribe, souvent, il est, je le rajoute, pour le développement non pas personnel, mais le développement de l'entreprise.
Donc voilà les différentes formes et domaines d'application de la pensée visuelle. Pour pouvoir faire ça, du coup, on a besoin de quoi? Eh ben, on va avoir besoin en fait des bases. Alors, je suis transparent avec vous pour pas oublier ce que j'ai à dire. Moi, je me suis mis des petits post-it, comme ça, j'oublie pas. Les bases. On va parler en fait de vocabulaire et de grammaire. Vous l'avez vu en fait sur la première planche que je viens de faire, j'ai dessiné et écrit du texte. Les premières bases en fait dont on a besoin pour pouvoir représenter de l'information, c'est de maîtriser en fait les formes de base qu'on a vues en fait à la maternelle. Le rond, le carré, le trait, le point. Et c'est en associant en fait ces différentes formes qu'on va pouvoir déjà représenter différents types de pictogrammes. Par exemple, si j'associe le carré, personne ne me dit rien, il manque le triangle. Si on associe le carré et le triangle, on obtient par exemple une maison. Et c'est ce niveau-là, en fait, de type de représentation dont on a besoin. On n'a pas besoin de faire un tableau de la Joconde, on n'a pas besoin de faire un dessin avec des codes spécifiques comme un architecte. On a vraiment besoin de quelque chose de simple pour pouvoir représenter de l'information. Donc, on va avoir besoin de formes, on va avoir besoin de différents types de lettrage. Généralement, on va travailler avec des lettres majuscules et on va les décliner en fait pour avoir différents styles, en rajoutant des petits détails. Par exemple, je peux rajouter des empattements ou je peux rajouter des premières jambes. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à différencier des niveaux en fait d'écriture de façon à donner du sens sur notre prise de notes, par exemple, ou sur nos panneaux. Qu'est-ce qui est un titre? Qu'est-ce qui est un contenu? On va jouer ensuite avec différents types de puces de façon à pouvoir clusteriser de l'information. Et là, votre ami, en fait, c'est un outil que vous utilisez, c'est Excel. C'est PowerPoint ou Word, il y en a plein dedans. Ça peut être des cases à cocher, ça peut être des petites bombes si on doit représenter des risques. Puis si les risques ils sont avérés, on peut allumer la bombe. Donc il va falloir qu'on apprenne en fait à construire notre bibliothèque visuelle pour pouvoir en représenter notre information. Et effectivement, comme le dit Didier, ce n'est pas de l'art. On va avoir besoin de relier nos idées avec des flèches, avec des liens. On va avoir besoin d'avoir des conteneurs pour mettre des titres ou du texte. On va avoir besoin potentiellement de faire parler des personnages avec des bulles ou de représenter des pensées. Ou encore, de montrer où nous en sommes. On va avoir besoin aussi d'humaniser, parce qu'on travaille généralement dans nos projets avec des humains, on va avoir besoin de parler de certaines personnes, de certains rôles, et pour ça, on va pouvoir ajouter des personnages. Alors, vous voyez, je pars vraiment sur quelque chose de simple, hein, un rond et un sort de demi-ovale bien aplati qui n'est pas fermé, et on a déjà un personnage. On connaît normalement le bonhomme un peu bâton qu'on avait fait quand on était à l'école primaire, mais il est plus long à faire en fait. Celui-là, il est plus facile, en 2 coups de crayon, il est fait, alors que celui-là, il faut lever la main. J'avoue que je suis un ancien développeur, hein, donc je suis paresseux. Donc des personnages à qui on va pouvoir rajouter des émotions de façon à pouvoir exprimer des choses différentes. Et c'est toutes ces petites astuces-là en fait qui vont nous permettre en fait de mettre en lumière de l'information dans nos pages. Une fois qu'on a le vocabulaire, on va avoir besoin de structurer l'information. Pour pouvoir structurer l'information, on va avoir besoin d'avoir des schémas types pour pouvoir le faire. Les schémas types, c'est ce qu'on va appeler les structures. Et les structures, elles sont par exemple du haut vers le bas. On va suivre une histoire, imaginons que ça c'est ma page. Notre œil, il a l'habitude en fait de lire l'information comme ça. On va chercher à construire au fur et à mesure des étapes et à lier l'information au fur et à mesure sur notre page. Mais on peut aussi raconter une histoire.
Le projet, on l'imagine en 3 phases. Et on va du coup pouvoir représenter ce qui se passe sur la phase 1, sur la phase 2, sur la phase 3. Réflexe de lecture d'image en Z. Je lis les commentaires en même temps. On a la carte mentale, là qui en a un petit peu parlé. On a un sujet central et on va venir chercher des sous-sujets et des branches à construire. Je ne vous cache pas que celui-là, ça va être le plus facile pour commencer. Parce qu'on ne sait jamais en fait par où la réunion va passer. L'avantage de celui-là, c'est que vous pouvez facilement représenter de l'information sans trop vous soucier en fait de l'espace sur la page. À partir du moment où vos liens sont bien représentés, ça marche. On a ensuite ce qu'on va appeler quelque chose de circulaire. Ça marche bien quand on a un processus qui s'auto-alimente. C'est ce type en fait de modèles qui vont vous aider en fait à vous lancer. Comment je fais pour pouvoir passer de ça à quelque chose qui va être structuré? C'est d'avoir en fait en tête des exemples de structure. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Il va falloir y aller step by step. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Oui. Parfait. Alors, pour pouvoir changer votre prise de notes, parce que je suis sûr qu'au moment où j'ai dit il suffit juste de faire ça pour commencer à changer, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont commencé à lever les yeux en disant ouais, non, alors c'est facile ce que tu dis, mais concrètement, comment on fait? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails maintenant. Il y a déjà une vidéo qui est disponible en fait sur le YouTube des décoincés du crayon. Et le popcorn existe aussi, oui, oui. Il n'a pas forcément de mode de représentation spécifique. Ça, si je reprends ma feuille. Le mode popcorn, par exemple, j'en profite, hein, je rentre dedans. Lorsque je commence une formation, je demande souvent quelles sont vos attentes en fait par rapport à la formation, et c'est là où je vais pouvoir venir noter des informations en mode popcorn. Donc je cherche pas forcément à les ordonner, je cherche pas à les associer les unes aux autres parce qu'elles sont individuelles par rapport à chacun. Et c'est ce qu'on va appeler en fait le mode popcorn. Donc en très peu de temps, vous pouvez représenter en fait l'information sur cette page-là. Question encore, faut-il que l'orateur ait expliqué son plan, sinon ne risque-t-on pas de prendre la mauvaise structuration? Alors, qu'il l'explique en individuel, pas forcément, mais la plupart des orateurs présentent le plan qu'ils vont dérouler lors d'une conférence. Par contre, lorsqu'on est en réunion, on n'a pas toujours le plan clair en fait de ce qui va se passer, de ce qui va se dire dans la réunion. C'est pour ça que des fois, il faut rester sur des choses simples. Là, on est sur une lecture qui est du haut vers le bas, donc vous allez prendre votre page et vous allez dérouler de l'information du haut vers le bas. Ou alors, vous êtes plutôt en train de parler en fait de votre plan d'action, et dans ces cas-là, peut-être se dire, bah, je vais utiliser la largeur de ma page pour représenter un processus. La clé, ça va vraiment être d'écouter et d'activer l'écoute, de se dire c'est quoi les mots qui sont utilisés. Si c'est on va comparer les 3 façons de, bah, on sait qu'on va avoir besoin de 3 parties sur notre feuille. La question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'on va étudier les parties une par une ou est-ce qu'on va les confronter en même temps? Si c'est en même temps, ce sera mieux de les avoir de façon horizontale que de les avoir de façon verticale. Parce que si je commence de façon verticale et que je bloque ma page, je repasse sur autre chose, je n'aurai plus de place pour pouvoir remonter. C'est le mieux quand on n'a pas de plan défini. C'est bon, ok? Donc, pour pouvoir se lancer, pour pouvoir changer sa prise de notes, vous pouvez retrouver donc sur la chaîne YouTube un petit commentaire en même temps. Quand mon panneau est prêt, j'aime le refaire en live. Le temps de dessiner donne du temps d'assimiler et de découvrir. Ça me permet de faire pause. Oui, certains orateurs oublient d'annoncer le plan. Comme moi, je ne vous ai pas donné de plan, par exemple. C'est la surprise. Donc, je disais, par rapport à la prise de notes, vous avez déjà une vidéo qui est disponible en fait sur le YouTube du groupe des décoincés du crayon qui vous présente différentes techniques pour pouvoir passer dans votre prise de notes linéaire à une prise de notes visuelle. Je vous récapitule quand même quelques tips. La première chose que vous pouvez faire dans votre carnet, avant de déstructurer complètement et d'aller sur des choses ultra visuelles, c'est de vous rajouter une marge en fait sur la gauche.
continuer à prendre vos notes de façon linéaire. Merci Viviane, c'est vrai. Vous pouvez continuer à prendre vos notes de façon linéaire. Ce que je vais vous demander par contre, c'est d'essayer de trouver en fait de la cohérence dans ce que vous êtes en train d'écrire et de donner des pictogrammes qui donnent du sens par rapport au texte. C'est la première étape. Ce qu'on veut, c'est déjà de donner à voir. Donc si par exemple sur la première partie, on est sur des actions, on peut rajouter des cases qui vont nous permettre d'identifier que ce sont des actions. Ensuite, on est en train d'identifier des risques. Rien n'empêche de rajouter du coup la petite bombe qui va nous permettre d'identifier les risques. Ensuite, on va parler du jalon, la date. On peut rajouter un petit pictogramme pour représenter une date. Ça va vraiment être la première étape. Et potentiellement l'action finale de ce qu'il va falloir faire, à qui envoyer l'information, etc. En très peu de temps, vous allez avoir des pictogrammes qui vont vous donner à voir. Et la deuxième étape, c'est de prendre un marqueur et de souligner les choses qui sont réellement importantes dans votre prise de notes. Vous n'avez du coup pas besoin d'avoir un panel en fait graphique énorme pour pouvoir vous lancer. Vous n'avez pas besoin de déstructurer et d'aller vers des choses plus complexes. Vous pouvez déjà commencer par ça. La deuxième étape, ça va être de commencer à prendre ces notes en forme de blocs. Ce qu'on veut, c'est créer des blocs d'informations sur lesquels vous allez du coup pouvoir associer les pictogrammes qui vont donner du sens à ce qui est écrit à côté. On va identifier la victoire. Donc, on a identifié des choses de victoire en fait par rapport à notre projet, mais on va aussi identifier les risques. Une fois qu'on aura identifié ces risques, on va retravailler sur qui va travailler sur le projet. De qui va travailler sur le projet, on va faire un zoom sur les disponibilités de chacun de façon à pouvoir programmer les prochaines étapes. C'est un petit pas en plus. On ne cherche pas à faire des trop grands pas. On cherche vraiment à faire des petits pas qui vont nous aider à progresser dans notre technique. Donc, on rassemble de l'information, on les compacte, on essaie d'être le plus concis possible et on donne à voir en donnant des pictogrammes de base. Ce qui veut dire que vous allez avoir besoin en fait, de développer différents types de pictogrammes. Vous allez avoir besoin de représenter par exemple des jalons, vous allez avoir besoin de représenter j'ai une question, il faudrait que j'aille chercher de l'information, les risques que moi je représente souvent par la bombe, quel est l'objectif de la réunion, la cible. On peut avoir quand est-ce que va être le prochain point d'étape, le petit drapeau ou un jalon. Des recherches que je dois faire par rapport à quoi, la loupe. Est-ce qu'il y a un acteur particulier? Est-ce que c'est un team member? Est-ce que c'est un vieux manager avec des petits cheveux sur le côté? Vous allez du coup avoir besoin en fait, de construire votre première bibliothèque visuelle pour pouvoir faire ça. Une fois que vous serez à l'aise à déjà commencer à prendre vos notes de façon différente, et que vous aurez commencé à construire certains pictogrammes, vous allez pouvoir avancer et commencer à construire, vous vous souvenez, tout à l'heure j'ai parlé de animer, donner à voir lors de réunions, différents panneaux. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà qu'on parle en fait de 3 types de panneaux qu'on peut facilement faire en réunion. C'est déjà l'agenda. L'agenda, je vais représenter ma page. Hop. Ceci est une feuille de paperboard. Souvent, on a le mot agenda qui est en haut, qu'on va pouvoir mettre dans un conteneur. Et puis, on va pouvoir représenter les différentes étapes. L'accueil, l'inclusion. On va avoir l'atelier 1. Puis, on va avoir une pause. L'atelier 2. Et puis, le débrief final. Alors, vous allez me dire, c'est pas du tout visuel. Ça se rajoute. Débrief visuel, ce sont des personnes qui vont faire un débrief, donc on peut très bien représenter une sorte de groupe. Le welcome, on peut représenter un petit personnage qui accueille les gens. L'inclusion, on va faire un jeu avec des cartes. Hop. L'atelier 1, il va porter sur une réflexion sur un bateau. La pause, on ira prendre un petit café. L'atelier 2, on fera des recherches par rapport aux actions qu'on peut faire. Pas de souci, Guy. À bientôt. Une fois qu'on a ça, hop, on peut tout simplement donner le sens de lecture de l'information. Le panneau, il va vous permettre en permanence de donner à voir au groupe et de lui dire où est-ce qu'on en est en fait dans notre atelier. On vient de passer
à la phase d'accueil, nous allons passer à la phase d'inclusion. Nous sommes à l'atelier 1, c'est l'heure de prendre la pause. Au retour de la pause, je vous rappelle qu'on est en train de travailler pour faire ça. On arrive à l'atelier 2, il nous reste 1h20 et on va pouvoir du coup finir par le débrief de façon à identifier les prochaines actions par rapport à notre atelier. Donc un agenda, comme vous le voyez, c'est pas très compliqué à faire, il faut juste maîtriser du coup quelques basiques et maîtriser ensuite la façon de représenter l'information sur la page. Un panneau qu'on oublie souvent en réunion qui est fortement utile, ce qu'on appelle le cadre ou les règles du jeu de la réunion. Est-ce que vous avez des exemples de règles qui pourraient être bien utiles en réunion? Mettez-moi en commentaire, dites-moi. L'écoute, pas de PC, pas de téléphone, Las Vegas. Ah, il y a différentes façons de construire généralement ce panneau-là. Soit vous arrivez avec un panneau qui est déjà fait, soit vous le co-construisez en fait avec les participants. Donc on a effectivement l'écoute. On peut avoir le fait d'être timebox. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Je remonte dans les commentaires, du coup, ils sont passés très vite. Ne pas se couper la parole, parler avec intention, une conversation à la fois, participation active, bienveillance, bienveillance, pas d'ordinateur, écouter les autres. Allez, je vais mettre l'ordinateur. Et on va mettre la bienveillance. Le fait d'avoir un panneau comme ça visuel et de pouvoir le présenter en début d'atelier va permettre en fait au groupe déjà de se mettre d'accord en fait sur ces règles de fonctionnement. Le fait de le dire et le fait de le voir est différent. Message. Merci. Et le troisième panneau qu'on peut faire, la fin d'une réunion se termine souvent en mode bon bah c'est fini, à demain, à la semaine prochaine pour le même meeting. Une des choses que j'ai appris en fait dans mon domaine agile, c'est d'améliorer en fait le prochain. Et une façon de l'améliorer, c'est de demander en fait du feedback aux personnes qui étaient présentes. Et pour ça, il y a une technique qui est très simple, c'est de demander aux participants de donner en fait le retour un peu sur le temps investi. Alors, ils appellent ça le rôti, ça peut se faire avec la main, ça peut se faire en posant la question, en dire bah, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Et vous pouvez aussi le faire en fait sur un panneau, en représentant le personnage qui est content, le personnage qui n'est pas du tout content, de mettre j'ai aimé et de l'autre côté une ampoule à essayer. Et en 2 secondes, vous avez un panneau qui vous permet de récolter le feedback du groupe qui était présent dans la salle en leur donnant des post-it, des cartes. Ils vont pouvoir venir coller et donner des idées de façon positive. Parce qu'on n'est pas juste j'ai pas aimé, c'est non, non, on veut savoir ce que tu as aimé et s'il y a des choses que tu n'as pas aimé, donne-nous des idées de ce qu'on pourrait essayer de faire. Alors, pour créer sa bibliothèque de pictos, il y a des cahiers de Nicolas. Merci. Il y a aussi des tonnes de ressources sur Pinterest, sur tout ce que j'ai apprécié, ouais, toujours. Ah, effectivement, hein, les astuces pour les pictogrammes, il y a plein d'endroits sur Internet sur lesquels vous pouvez retrouver des bibliothèques de pictogrammes. Et l'idée, c'est vraiment de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner. Plus vous allez travailler vos pictogrammes et plus ça va être une façon simple et intuitive pour vous en fait de les réaliser. Donc voilà 3 panneaux, 3 exemples en fait de choses qu'on peut amener en fait en réunion. Un agenda, les règles de la réunion et une page pour récolter du feedback. On peut très bien imaginer ce type de panneau à la maison.
C'est quoi l'agenda de la semaine ou c'est quoi l'agenda de la journée avec les enfants? C'est quoi les règles de la maison, surtout pendant le confinement? Je sais qu'il y a des personnes dans la vidéoconférence qui ont fait des expérimentations avec leurs enfants et c'est très bien. Et aussi de se poser la question ou de travailler avec la famille, de se dire bah, comment on fait pour pouvoir améliorer la prochaine semaine de confinement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, ou qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce qu'on pourrait essayer la semaine prochaine. À bientôt Fatma. C'est bon? On avance. Alors, on arrive sur le développement personnel. Dans l'annonce du webinaire, je vous disais que la pensée visuelle permettait aussi de travailler sur son développement personnel. Et ça, on va utiliser des métaphores. Hop, on a une première île ici. On se pose souvent la question de se dire comment je peux faire pour faire mieux, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, comment je peux avancer, toutes ces questions qui travaillent sur notre existence. On peut très bien se poser la question de, ça c'est l'herbe d'aujourd'hui, et là-bas ça va être demain. Demain, généralement, on a plein d'idées pour aller vers demain, mais il y a un truc qui est là, c'est nos peurs. Comment fais-tu pour écouter et dessiner en même temps? Quel est ton super pouvoir? Alors, je réponds en même temps à la question de Corinne. C'est beaucoup de pratique en fait. C'est beaucoup de pratique et de concentration. L'idée, c'est d'identifier le poisson rouge en fait dans une conversation de façon à pouvoir partir sur le bon sujet. J'ai déjà expérimenté la captation lors d'une conférence en fait d'un speaker qui savait pas du tout là où il allait, et je peux vous dire que le résultat à la fin, en fait, il n'était pas là parce que il y avait juste aucune structure dans ce qu'il disait. Il annonçait des choses qui n'étaient pas du tout suivies dans son discours, et j'avoue que des fois ça peut être très dur. Mais sinon, c'est vraiment écouter attentivement, travailler sur sa capacité en fait d'écoute. Donc ça demande un travail sur soi en fait pour pouvoir écouter, pas juger, et aller vraiment essayer de chercher à capter les mots-clés. Les mots-clés de je vais parler de 3 choses, on va structurer ça en. Et c'est ça qui va vous aider aussi à identifier les zones en fait que vous allez devoir compléter sur la page. Je reviens à mon côté développement personnel. Ici, on est dans le dev perso. Hop. Développement personnel, rien ne m'empêche en fait une fois que j'ai maîtrisé, je t'ai vu faire dessiner et écouter en même temps. Une fois que donc je sais dessiner, que je suis capable en fait de travailler sur moi-même, de me dire où est-ce que je suis aujourd'hui, c'est quoi ma situation d'aujourd'hui, et je vais pouvoir décrire en fait cette situation sur mon bout d'île qui est ici. Mais vers quoi j'ai envie d'aller demain? C'est quoi l'île vers laquelle j'ai envie d'aller demain? Et ben cette réflexion en fait, le fait qu'elle soit visuelle, ça va m'aider en fait à me projeter dans la discussion avec moi-même. Si je m'étais écrit en fait sur une feuille juste des cases avec aujourd'hui, demain, bah, c'est beaucoup moins en fait intuitif, ça donne beaucoup moins envie de réfléchir et on se projette beaucoup moins. Donc ce qu'il faut, c'est travailler un peu son storytelling et raconter une histoire pour s'aider en fait à accoucher les idées. Donc c'est quoi aujourd'hui? C'est quoi demain? Quels sont, je suis ici, hop là. Quels sont les outils que j'ai aujourd'hui pour pouvoir aller vers demain? Hop. Donc là, on peut très bien imaginer, hop, un marteau. Et ici, on va pouvoir lister des outils. Bon, il y a un requin qui est dans les outils. On a le droit de le manger. On peut aussi identifier les choses qui nous retiennent. Le petit boulet. Qu'est-ce que je me traîne au pied qui m'empêche d'avancer? Et ça pourrait être aussi, c'est quoi mes peurs? C'est quoi mes peurs qui m'empêchent d'avancer? On a les peurs. En haut, on va avoir les outils, les forces finalement qui vont nous aider à avancer. On va peut-être avoir des croyances qui sont rattachées à notre pied. Et ça va nous permettre ensuite d'identifier quel pourrait être le pont qu'on pourrait construire pour aller vers demain. Et les étapes pour pouvoir y arriver.
Donc ça permet effectivement, d'un point de vue personnel aussi, de travailler sur soi. Moi, une fois par an, j'utilise en fait différents types de modèles que je me fais pour travailler sur, un peu mon bilan personnel annuel, de me dire, quelle a été mon aventure, donc de décrire en fait ce qui s'est passé sur l'île d'avant et quelle est mon île future. J'ai peur de quoi? C'est quoi mes croyances aujourd'hui? Je suis nul, je suis pas bon, je suis trop vieux pour me lancer sur YouTube, il faut pas croire, hein, mais c'est pas facile de se lancer sur YouTube. Surtout de parler à une caméra seule. Je pense que c'est ça le plus dur. Mais c'est vraiment un super pouvoir. Hop, j'enchaîne parce que le temps il passe, il passe. Et pour les entrepreneurs, parce que j'ai dit que pour les entrepreneurs, ça marchait aussi. Alors là, je reviens à une petite question. Je suis total junior, mais une pratique que j'ai de ne pas vouloir finir le dessin tout de suite. S'il faut passer à une autre idée, je commence l'autre idée, je finis les contours, les lettrages, je mise en évidence, colorier après. Effectivement, on va au plus simple, hein. On va au plus simple et c'est pour ça que même des fois, quand vous n'avez pas le temps de dessiner un personnage, si vous mettez que la tête, ça suffit. On cherche pas, on cherche à faire de l'efficace. On peut revenir par-dessus derrière pour pouvoir rajouter de la lumière, rajouter de la couleur. C'est pas obligatoire de le faire tout de suite. Surtout quand vous êtes en réunion où ça parle, ça parle et ça parle très vite. Un entrepreneur, souvent, c'est quelqu'un qui va avoir un projet. C'est un projet et il part dans tous les sens parce qu'il a beaucoup d'idées. Il a beaucoup d'idées, il ne sait pas par où aller. Il a l'idée, encore une fois, d'avoir une métaphore qui va l'aider à identifier des jalons, des succès, des étapes, de bien formaliser aussi c'est quoi le succès qu'il cherche à atteindre. Des étapes, on pourrait avoir pour chaque étape des critères de succès. Ça va l'aider en fait à structurer sa réflexion. Donc on est sur une méthode visuelle via la métaphore qui va nous aider à réfléchir. Versus, je vais poser des cartes dans un Trello, je vais poser des post-it sur un mur sans vraiment me poser de questions. Je vais structurer ma réflexion. Vous me dites s'il y a des questions. Ça va? Great. Alors, petite synthèse des bénéfices de la pensée visuelle. La première chose, ça va déjà être pour vous. Ça va vous aider en fait à mémoriser. Que ça soit en réunion, mais aussi en formation. Moi, personnellement, je suis en train de suivre une formation en ce moment. On est un peu plus de 3000 à la suivre cette année avec la personne qui donne cette formation. Et il fait des vidéos qui sont très longues, très puissantes, mais très longues. Du coup, pour retenir l'information, ce n'est pas toujours évident. Et je vais vous montrer une planche que j'ai réalisée, que j'ai partagée en fait dans le groupe. Alors, c'est une planche qui est un peu avancée en termes de design. Et moi, j'utilise ça en fait pour pouvoir m'aider à mémoriser ce qu'il dit. Donc en fait, par vidéo, je le prends en photo et je vais noter en fait sur la vidéo les idées clés qu'il donne, ce qui me permet en fait facilement de revenir dessus et de retrouver l'information utile de c'était quoi le contenu de la vidéo. Donc là, c'était les 6 pièges à éviter pour pouvoir exceller dans son business. Donc ça, c'est un exemple de réalisation que j'ai fait avec mon iPad. Voilà. Et ça m'aide, moi, effectivement, du coup, à mieux mémoriser l'information. Je vois par rapport à d'autres participants qui disent, mais en fait, j'ai vu la vidéo, mais je m'en souviens déjà plus ou je ne l'ai pas compris. Alors, avec quel outil? Je l'ai fait avec Adobe Draw. Adobe Draw qui est disponible sur Android et sur Apple. J'ai perdu le chat pendant 2 secondes. Je ne sais pas où il est passé. Il est là. Ça y est. Comment tu fais pour écouter? Ah non, ça, je l'ai déjà vu. OK. Donc, mémoriser. La deuxième chose, ça va être de structurer l'information. C'est de donner à voir, en fait. C'est-à-dire que quand je reprends un cahier comme ça, j'arrive pas à retrouver facilement en fait où est l'information utile. Si je commence en fait à structurer l'information et à utiliser des, des choses de façon récurrente en termes de pictogrammes, je vais pouvoir beaucoup plus facilement retrouver de l'information et être beaucoup plus efficace. Ça va vous permettre d'impliquer. C'est-à-dire qu'une fois que vous commencez à mettre du visuel, une fois que vous commencez à travailler de façon différente en réunion, les gens vont se sentir beaucoup plus impliqués. Le fait de mettre des règles, de demander au groupe d'être d'accord sur ces règles au démarrage de la réunion, qu'elles soient écrites sur un mur, que même vous pouvez demander aux participants d'aller les signer au démarrage de la réunion, les gens vont être beaucoup plus impliqués en fait dans ce qui va se passer.
On n'est plus caché derrière son ordinateur. On est en train de construire quelque chose ensemble. On va pouvoir aussi fédérer le groupe. Alors attention, impliquer et fédérer sont bien deux choses différentes. Impliquer, les gens sont dans la même salle, on parle du sujet. Fédérer, on a envie d'aller vers ce succès, on a envie d'avancer. Donc on va amener le groupe à travailler sur le projet, on va travailler sur la problématique et on va avancer ensemble. On fédère le groupe à avancer ensemble. Et pour finir, ça va nous aider en fait à partager l'information. Le nombre de minutes, c'est en anglais, de compte rendu de réunions qui sont envoyées parce qu'il faut les faire et qui sont stockés quelque part mais qui ne sont jamais relus. Bah, l'idée, c'est de pallier à ça en fait. C'est comment on fait pour faire des notes qui vont être utiles, comment on fait pour faire des notes pour l'équipe et pour pouvoir les partager en étant sûr que derrière, en fait, on va les utiliser. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des idées pour vous, en fait, de comment vous allez pouvoir vous lancer pour faire ça? Ce serait quoi le premier petit pas pour pouvoir vous lancer? Pour donner le cadre d'un futur atelier de codage, j'ai envie d'essayer l'explication d'un produit, mes notes personnelles, les prochaines réunions. Mettre les pictos sur la gauche. Commencer par la réflexion personnelle, transposer une lecture d'un webinaire, oui. Prendre un sujet, essayer de l'illustrer. Valeur de Scrum, l'agenda, Nico Nico, tout à fait, ça marche très bien aussi. Moi, j'ai commencé aussi par des recettes de cuisine. Comme ça, je faisais deux passions. Je découvrais des recettes et en même temps, du coup, je les dessinais. Sur quelque chose de simple, s'entraîner sur mon carnet, etc. Oui. Alors, il y a les pictos, il y a les cahiers qui commencent à popper. Donc oui, effectivement, vous avez à disposition des cahiers qui sont téléchargeables, des cahiers d'exercice où vous pouvez vous entraîner. Je vous renverrai le lien dans le mail de récap du webinaire. Je peux même vous en montrer un extrait, je pense. Pour ceux qui ne les ont pas vus, commencer seul pour s'entraîner avant le faire commencer seul pour s'entraîner avant le faire en groupe. Alors moi, je dirais, avec un groupe bienveillant, il n'y a jamais de problème en fait d'essayer. Il vaut mieux faire une action qui soit complètement imparfaite, mais au moins la faire, que de rien faire du tout. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer. C'est vraiment, je pense, un des points clés, c'est que le jugement des autres, on n'en a rien à foutre. Hein, le mieux, c'est d'essayer de le faire pour soi et de s'amuser pour avancer. Cahier d'exercice, ils sont là. Je vous montre rapidement du coup le cahier, partage d'écran. Hop là. Donc ça, c'est l'exemple du cahier en fait du mois d'avril. Hop là. Ça, c'est ma grosse tête avec des cheveux quand j'en avais encore pendant le confinement. Donc là, voilà, on retrouve les formes de base. On va retrouver des pictogrammes avec des step by step pour pouvoir les représenter, avec de la place pour pouvoir s'entraîner, de la place pour travailler sur des pictogrammes de la vision, des pictogrammes du danger qui sont un petit peu plus bas. On va retrouver différents sites en fait de pictogrammes. Voilà. N'hésitez pas, c'est en disposition libre et je vous enverrai tout ça. Et du coup, pour finir, la dernière étape, si vous avez vraiment envie de vous lancer et de vous faire accompagner pour ça, il reste quelques places aux formations que j'avais prévues. Il faut que j'arrête le partage d'écran. Là, tac, elle est là. C'est la dernière partie, je vous l'avais mis en description du webinaire que je vous présenterai les deux formations que je donne d'ici la fin du mois. Il reste quelques places en fait pour les deux formations, donc des bases et de l'intermédiaire. Les bases, l'idée ça va être vraiment de construire tout votre référentiel en fait avec tout le vocabulaire et toute la grammaire, donc les formes, le lettrage, les types de personnages. On va découvrir plein de types de personnages, la structure. On va travailler en fait notre construction de bibliothèque visuelle. Donc, il reste quelques places le vendredi 24 avril de 9h30 à 11h30. Et j'ai rajouté de nouvelles dates du coup le 5 mai de 14h à 16h, ce qui permet à nos amis québécois aussi de se joindre, parce que du coup c'est un peu
plus tard. Oui, ça va 14 heures. Bon, ça fait un peu tôt le matin, mais donc à 28,80 €. Et ce que j'appelle la partie intermédiaire, c'est qu'on va plus loin du coup dans la réalisation des panneaux qui vous permettent du coup de commencer à vous lancer à représenter des panneaux pour les mettre dans vos réunions. Et ça, du coup, la date, c'est donc le 28 avril, donc de 9h30 à 11h30, ou le 6 mai de 14h à 16h. Bien évidemment, 58,80 €, ça prend en compte le fait que vous participez aux bases juste avant. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, je réponds avec grand plaisir à toutes les questions que vous pouvez avoir, surtout si j'en ai loupé quelques-unes. À parler de notre expérience pour les enfants si certains sont intéressés. Oui, dès qu'on a fini, qu'il n'y a plus de questions. Je vais remettre ma tête. Tac, 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 la souris. Vous n'avez aucune question? Donc 58,80, c'est pour les deux formations, tout à fait. Le 58,80 comprend les bases et l'intermédiaire. C'est crystal clear. Great. Comment on s'inscrit? Bonne question. Je vais vous envoyer le lien dans le mail de récapitulatif dans le mail qui va suivre après le webinaire. Le webinaire se retrouvera également sur YouTube, du coup, sur la chaîne YouTube, dans le replay. Quel type de crayon j'utilise? Alors, j'utilise des crayons de la marque Neuland. Neuland, c'est une société du coup qui est allemande. Je vais remettre l'autre caméra comme ça, je vous montre. Alors, hop, je retourne. Donc, ce sont des feutres de la marque Neuland. Il y en a de différents types. L'avantage de ces feutres-là, première caractéristique, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un petit trou qui est en haut. Donc, ce sont des feutres qui sont rechargeables. Comme ils sont rechargeables, on ne les jette jamais. Moi, les miens, je les ai depuis 7 ans. Quand la pointe elle est abîmée, on retire la pointe et on la change. Donc il y a juste à acheter le feutre, acheter les recharges et à changer la mine une fois que la mine est abîmée. L'avantage de ce feutre-là, c'est un feutre noir. J'ai l'impression d'être dans Téléshopping. Je suis absolument pas vendeur chez eux, mais quand on écrit en noir, généralement avec un stabilo ou un marqueur classique et qu'on veut passer en fait un feutre de couleur, c'est là où en fait il y a le mélange des encres, ça va faire des trous dans la feuille. Et ben pas avec cela. Ce sont des marqueurs en fait qui sont à base d'eau. C'est vraiment un très très bon matériel professionnel et ils travaillent énormément par rapport à l'écologie. Donc ces feutres-là en fait pour les paperboards. Et après ils ont des feutres qui sont plus fins. Hop, je les prends dans ma trousse qui sont à côté pour pouvoir travailler en fait au format sketchnote avec différents types de mines. Alors il y a pas mal de choses qui sont passées. J'ai appris plein de choses. Merci, merci. Comment on fait quand on a une partie des personnes de réunion trouve que le dessin ça fait gamin? Ah, ces gens-là. Bah tu lui dis on essaie quand même. C'est pas toujours évident effectivement de convaincre au premier abord en fait ces personnes-là. Ce qu'il faut se dire en fait, c'est que cette personne-là, elle est en train d'essayer de freiner par rapport à ses propres croyances. Donc, il faut essayer de lui dire, bah écoute, j'entends ce que tu dis. Est-ce que tu veux bien qu'on essaye et que tu me donnes en fait ton avis à la fin de la réunion en jouant le jeu? Laisse-toi porter par la métaphore, suis ce qu'on est en train de faire et je veux bien ton avis en fait à la fin. Tu es en train de me dire que ça fait gamin, mais t'as pas encore essayé. Là, pour le coup, effectivement, c'est comme un gamin qui veut pas essayer de manger des épinards. C'est pas bon, c'est vert. T'as déjà essayé? Est-ce que j'aurais d'autres horaires pour ceux qui travaillent encore? Oui, ça peut, on peut travailler, Corinne, on peut trouver d'autres moments pour faire ça. Y a-t-il un moyen, j'ai pas vu le truc sur Neuland, y a-t-il un moyen de trouver ailleurs qu'en ligne sur le site Neuland? Non, Neuland vend uniquement sur son site web. Si vous commandez sur le site de Neuland, après il y a un autre site web en France. Le site est un peu difficile. Il n'a pas été remis au goût du jour. Petite question quand même, les formations de festation graphique sont-elles reconnues RNCP? Alors non, les formations de festation graphique ne sont pas reconnues RNCP. Je travaille cependant pour les faire inscrire au répertoire spécifique. Le RNCP, c'est pour des formations en fait de longue durée. Quel type de papier utilise en grammage? Alors, qu'est-ce que j'avais comme papier là? J'avoue que j'ai retrouvé une ramette de papier dans ma cave, ce qui était plutôt surprenant, parce que j'avais pas prévu de rester confiné après les vacances. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du Clairefontaine, sans citer la marque, et c'est du 160 grammes actuellement.
En temps normal, en paperboard, je travaille avec du paperboard qui n'est pas en matière recyclée. On va dire, oh, c'est pas bien. Alors, il n'est pas en matière recyclée. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas très fin et il n'est pas jaune. Parce que le problème de ce paperboard-là, en fait, c'est que dès que vous écrivez dessus, bah, y a tout qui se transperce et même les post-it, une fois qu'ils sont collés dessus, généralement, ils transpercent la feuille. Donc, c'est pas terrible. Donc, je travaille avec un grammage un peu plus épais et si possible, du papier blanc. Quelle marque tu dis? Alors, sur les feuilles là, c'est des feuilles Clairefontaine. Et sinon, je commande pas mal de matériel chez Neuland aussi pour le paperboard. Neuland, je dois y aller. Certaines formations graphiques sont en cours de reconnaissance au niveau des communautés professionnelles. On essaie de faire avancer cela. Merci Viviane. Ouais, on travaille pas mal dessus et c'est vrai que c'est pas très simple, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert le site de l'État pour pouvoir faire des référencements. On se croirait dans Astérix. Alors, nanana. Des conseils pour débuter le sketchnoting. Alors, j'ai pas la référence, enfin, j'ai pas le livre avec moi, mais oui, je vous mettrai des références dans le mail de restitution. Il y a pas mal de livres, effectivement, qui sont bien pour pouvoir commencer. Papier chez Action. Fais-leur un dessin. Merci, Viviane. C'est cool. J'ai mon alcoolique qui est là. Merci beaucoup, Viviane. Euh, non, incontournable. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que j'ai raté une question? Est-ce que quelqu'un a posé une question que je n'ai pas vue? Au bout de combien de temps on devient rapide pour le faire en direct? Bah, ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre de chacun. Je te dirais que dès ce soir, si tu as envie de mettre le discours d'Emmanuel Macron, comme il y en a certains qui ont peut-être déjà vu sur Internet des personnes qui ont. Il y a une personne qui a fait un très beau résumé du pitch. Non, vous n'avez pas vu? Je vous mettrai peut-être le lien aussi si je le retrouve dedans. Rien vous empêche de commencer ce soir en fait à vous entraîner. Plus vous allez vous entraîner et mieux ça va rentrer. Euh, à ma caméra, je monte les Twin One. Alors je vois pas les Twin. Je vois pas les Twin, mais j'en ai un qui traîne par là. Enfin, j'en avais un qui traînait par là. Je la recherche. Ah oui, il est tout là-bas. Donc je ne vais pas aller le chercher. Il est trop loin. Quelle application j'utilise pour numériser tes boards? Alors, il y a beaucoup de boards que je fais directement sur iPad. Sinon, quand je fais des boards sur Paperboard, j'utilise l'application CamScanner. Alors, il faut faire attention parce qu'à un moment donné, CamScanner avait des malwares en fait dans le soft. Apparemment, ça a été réglé. Mais du coup, CamScanner vous permet de prendre la photo et de retravailler en fait les différents niveaux de contraste pour avoir une image qui est propre. C'est facile, il n'y a rien dit à part le 11 mai. Il y a quoi le 11 mai? Il y a un truc particulier en dehors d'un jour férié? Alors, CamScanner, non, il y a une version gratuite. Le seul inconvénient, c'est que vous avez un gros filigrane CamScanner qui se met en bas. Ça peut se recouper si vous prenez la photo assez large. Livre plutôt général autour de la fascination graphique, Bicablo pour les pictos, les posters. Alors oui, effectivement, Bicablo. Bicablo, c'est des amis de chez Noland. On va retrouver en fait c'est un dictionnaire visuel en fait. Donc vous allez pouvoir retrouver pas mal d'exemples de choses à reproduire avec des métaplans aussi. Hop, j'avais la page. Donc il y a beaucoup d'inspiration, vous pouvez aller piocher dedans. Ah d'accord, le discours de séance. Le discours de sortie de confinement, d'accord. Astuce sur scanner, téléphone portable, ouais. Alors pour vous entraîner, ce qu'on prévoit de faire, ce que je prévois de faire aussi sur le groupe Facebook des décoincés du crayon. Donc il y a les cahiers d'exercices que je vais vous envoyer. Il y a la chaîne YouTube sur laquelle il y a déjà des lives sur lesquels vous pouvez revenir, sur lesquels il y a des explications de comment utiliser l'iPad par exemple pour pouvoir
faire de la captation, pouvoir préparer des templates. Il y a la vidéo sur prendre ses notes de façon autrement. J'ai un iPad Pro, ouais, un vieux iPad Pro et qui marche encore, et le groupe Facebook. L'idée, c'est vraiment de s'auto, d'alimenter le groupe finalement avec le contenu que vous faites de façon à s'inspirer les uns et les autres. Le but, c'est qu'on grandisse ensemble par rapport à toutes les découvertes qu'on est en train de faire, par rapport aux expérimentations. Donc n'hésitez pas en fait à partager et à aller piocher des choses chez les uns et chez les autres. Un point clé en fait qui est fondamental, dans votre parcours d'apprentissage, c'est vraiment de laisser le jugement de côté et de se dire: «Non mais c'est moche ce que je fais, l'autre fait mieux». C'est vous faites ce que vous là où vous en êtes en fait et vous progressez dans votre aventure. N'hésitez pas à aller copier ce que les autres y font parce que c'est comme ça que vous allez vous inspirer et c'est comme ça que vous allez apprendre de nouvelles choses. Au fur et à mesure, en fait, vous allez vous approprier votre propre style et vous allez pouvoir, par la suite, créer vous-même, en fait, de nouvelles choses en faisant, activer, ce qu'il y a là-dedans. Ah super, merci Viviane pour les références. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est top, cool. Alors si vous voulez, je vais couper l'enregistrement là, comme ça ceux qui veulent remettre la caméra